Bien, bonjour les premières. Lors de la première partie du cours sur l'enracinement de la Troisième République, nous étions arrêtés sur le grand C, un enracinement qui se fait autour des valeurs de la Révolution. C'est pour ça qu'en 1881, la Troisième République a adopté, par exemple, le 14 juillet comme fête nationale. De même, on commence à fabriquer des bustes de Marianne. Le drapeau tricolore s'est définitivement imposé. Tout un symbole tout un ensemble, pardon, de symboles qui font appel à l'héritage révolutionnaire. Mais la Troisième République va aussi se renforcer et s'instaurer autour d'une nouvelle mythologie, si on peut utiliser cette expression, c'est-à-dire la constitution d'un nouveau panthéon, si vous voulez, de héros nationaux. Et parmi ces premiers grands héros nationaux qui vont incarner cette République naissante, hein, cette Troisième République naissante, eh bien, il y aura le très célèbre écrivain, poète, opposant politique à Napoléon III, Victor Hugo, qui avait sans cesse défendu les valeurs de la République, notamment pendant son exil sur les îles anglo-normandes de Guernesey. Et lorsque la Troisième République finit par s'instaurer définitivement, on va dire, à partir de 1879 avec l'élection de Jules Grévy, eh bien, 6 ans après, cette Troisième République va profiter, si l'on peut dire, des funérailles de Victor Hugo en 1885 pour en faire des funérailles nationales qui vont donner lieu à un certain nombre de manifestations dans Paris qui vont entraîner le rassemblement de près d'1 million de personnes. Donc ici, vous avez un tableau qui représente l'Arc de Triomphe que vous connaissez tous, qui à l'époque évidemment n'abritait pas la tombe du soldat inconnu, puisque la tombe du soldat inconnu a été inaugurée après la Première Guerre mondiale, bien évidemment. Et donc sous l'Arc de Triomphe est exposé le cercueil de Victor Hugo. L'Arc de Triomphe a été est recouvert d'un catafalque noir que vous pouvez voir ici, hein, en signe de deuil. Il est également orné et pavoisé des couleurs du drapeau tricolore, hein, donc ces funérailles s'inscrivent bien dans une sorte de fête d'union nationale de tous les républicains derrière ce symbole républicain. Et donc on voit ici au premier plan la foule qui est réunie, alors avec la présence de nombreux carrosses, puisque la voiture n'avait pas été encore inventée, hein, donc on utilisait des voitures hippomobiles, et la présence d'une foule de spectateurs au pied de cet arc de triomphe, sous lequel est exposé ici le tombeau, du moins le cercueil monumental de Victor Hugo. Alors dans le cours, je vous ai mis un lien vidéo que vous pouvez consulter, hein, qui est ici, hein. Vous cliquez, c'est un lien sur lequel vous trouverez des images qui ont été associées dans une sorte de petit film, hein, mais sans commentaire. À l'époque, le cinéma était muet, hein, du moins on était vraiment aux prémices. C'est plutôt un ensemble de photographies qui sont assemblées pour en faire une sorte de film, même s'il n'a pas été tourné à l'époque. Et dans ce film, vous pouvez voir donc justement des représentations de la foule, des funérailles de Victor Hugo. Vous pouvez voir aussi que certains ont cherché à profiter de cette occasion pour s'enrichir, hein, puisqu'on voit que certains proposaient d'accueillir des spectateurs dans leurs appartements, moyennant argent évidemment, parce que leur appartement ou leur maison surplombait le parcours prévu pour les funérailles. Donc on est finalement déjà dans un, dans un mouvement et une exploitation moderne d'un événement finalement relativement triste, hein, les funérailles d'un grand écrivain, d'un grand penseur et poète français. Victor Hugo donc va en quelque sorte rentrer au panthéon des grands républicains et il va rentrer même au sens propre au panthéon, hein, cette église qui avait été inaugurée peu de temps avant la Révolution, l'église Sainte-Geneviève, et qui a été transformée depuis, malgré beaucoup d'opposition de la part du clergé, hein, elle a été transformée en lieu qui doit célébrer la laïcité et qui doit célébrer les héros de la République. Donc Victor Hugo va en quelque sorte inaugurer ce panthéon, y faire son entrée, et en grande pompe d'ailleurs.
Et depuis, vous savez que de nombreux personnages français célèbres ont rejoint Victor Hugo. On peut penser à l'entrée très célèbre de Jean Malraux, d'André Malraux, pardon, avec aussi l'entrée de Jean Moulin, ou bien plus récemment l'entrée de Simone Veil. À chaque fois, ça donne l'occasion à des funérailles nationales, des discours des présidents de la République et la présence de milliers de spectateurs, voire de dizaines de milliers de spectateurs pour rendre hommage à ces représentants illustres de la nation. Et la Troisième République va poursuivre hein, cette symbolisation ou cette personnification de la République à travers des héros. Elle va en faire de même avec Émile Zola quand il va décéder, l'auteur de Germinal, mais aussi de l'article J'accuse. Hein, Léon Gambetta également, celui qui avait proclamé, ce vieux républicain qui avait proclamé la Troisième République après la capture de l'empereur Napoléon III. Vous avez également Sadi Carnot, qui est intéressant à connaître pour vous, les Mougeot, puisque c'est un président né à Limoges, qui malheureusement a été assassiné par un anarchiste italien qui s'appelait Caserio en 1894. Donc il a fait également son entrée au Panthéon. Et encore, vous avez plus tard Jean Jaurès, le célèbre tribun socialiste qui sera assassiné quelques jours avant le 3 août 1914 et l'entrée en guerre de la France pendant la Première Guerre mondiale, alors que lui, c'était un fervent pacifiste. Donc tous ces héros, la Troisième République va les utiliser pour en faire des symboles républicains. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en 5 ans, depuis en gros 1879, en 5-6 ans, les républicains dits opportunistes, hein, qui sont en fait des républicains plutôt modérés, mais qui cherchent à avoir l'assentiment du peuple, à être populaires auprès du peuple, c'est pour ça qu'on les qualifie un peu du qualificatif un peu négatif d'opportunistes, eh bien, ils ont réalisé une œuvre quand même considérable pour ancrer cette république et faire en sorte qu'elle s'installe durablement. Et d'ailleurs, ils ont pris un certain nombre de décisions qui marquent encore la société française, hein. Je pense par exemple à le fait de rendre l'école laïque et obligatoire et gratuite. Ce sont des choses qui sont encore en cours aujourd'hui, plus de 120 ans plus tard. Donc la République commence à faire l'objet d'un large consensus, c'est-à-dire que de plus en plus de gens sont pro-république. Mais cette république, cette installation ne va pas sans contestation, ces contestations perdurent. C'est ce que nous allons voir dans un grand, non pas un grand 1, mais un grand 3, car la République doit faire face à des contestations. Donc on va voir notamment dans cette partie que la République doit faire face à ce qu'on appelle la montée de l'antiparlementarisme. Alors qu'est-ce que c'est l'antiparlementarisme? Nous sommes dans une république parlementaire où il y a la présence d'une Assemblée nationale et d'un Sénat, donc la Chambre des députés et les sénateurs. Et dans cette Troisième République, la Constitution donne beaucoup de pouvoir à l'Assemblée nationale et à celui qui dirige les ministres, qu'on appelle le président du Conseil. Il existe un président de la République, mais qui n'a pas du tout le pouvoir que l'on peut donner au président de la République sous la Ve République, hein, qui est on parle d'ailleurs de régime présidentiel sous la Ve République, puisque la Constitution de 1958 était prévue pour un personnage qui était habitué à diriger, qui était le général de Gaulle, alors que la Constitution de la Troisième République vise plutôt à éviter une tentative de restauration, donc de donner trop de pouvoir au président. Donc celui qui a plutôt le pouvoir, c'est le président du Conseil, donc celui qui dirige le Conseil des ministres. Mais le problème, c'est que le président du Conseil peut être renversé par le Parlement. Donc très souvent, les présidents du Conseil vont être renversés par les députés en fonction des alliances qui varient. Et, et, ce, et le Parlement va faire aussi l'objet souvent de contestations, de critiques, notamment à l'occasion de certaines crises dont nous allons parler. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que nous sommes arrivés à peu près à la fin du 19e siècle, pardon, et depuis 1881, en France, il y a une loi qui a été votée qui garantit la liberté de la presse. Et donc, nous allons assister à une explosion du nombre de titres, et des titres qui sont extrêmement libres, peut-être même plus libres qu'aujourd'hui, de critiquer les hommes politiques. On n'est pas vraiment loin des fois de la délation, des insultes, des injures. Et la presse, notamment une certaine presse d'opposition, une presse anti-parlementaire, va s'en donner parfois à cœur joie. Que ce soit d'ailleurs une presse conservatrice ou une presse plutôt d'extrême gauche, ils vont critiquer le Parlement, soit parce qu'ils le jugent justement trop peu progressiste,
trop conservateurs, ça ce sera plutôt les socialistes qui vont juger que le Parlement défend trop les intérêts entre guillemets des riches, alors que les partis plutôt de droite, voire d'extrême droite, vont reprocher au Parlement soit d'être trop progressiste, au contraire, soit d'avoir parfois des comportements déviants et notamment, ils vont s'en donner à cœur joie lors de plusieurs crises financières et qui vont toucher beaucoup de parlementaires. Alors toujours dans ce grand 3, dans le grand A, on va voir la montée de justement ce phénomène qu'on appelle l'antiparlementarisme. Donc nous sommes dans un contexte économique qui est plutôt difficile, hein. La France connaît une crise économique hein, dans les années 1885. Et donc forcément, quand vous avez une crise économique, vous savez bien qu'il y a du mécontentement social, hein, ça va toujours de pair. Et dans le même temps, alors que les Français doivent se serrer la ceinture, qu'il y a une crise économique, eh bien, éclatent plusieurs scandales politico-financiers, c'est-à-dire des scandales qui mêlent des hommes politiques et des financiers. Et vous avez un des scandales les plus célèbres à cette époque qui a lieu en 1888, qui est le scandale du moins qui éclate en 1892, pardon, qui est le scandale de Panama. Donc Panama, vous connaissez, c'est un État, un petit État de l'Amérique centrale, qui a pour caractéristique d'être extrêmement étroit et d'être la bande la plus étroite entre l'océan Atlantique avec la mer des Caraïbes, et l'océan Pacifique. Donc à ce moment-là, à la fin du 19e siècle, des financiers, des industriels, des entrepreneurs décident de construire un canal pour raccourcir les distances menant par exemple de l'Europe à l'Asie. On pourra, ou du moins de l'Amérique par exemple du Nord-Est à l'Asie, on pourra passer par l'Amérique centrale au lieu de descendre jusqu'en bas via le Cap Horn et la Terre de Feu. Donc on raccourcit les distances et donc gain de temps, gain d'argent. Les Français sont plutôt réputés dans le percement de canal, hein. Je vous rappelle qu'en 1869, c'était un ingénieur français qui avait inauguré le canal de Suez, hein. Donc les Français, des compagnies françaises interviennent dans le creusement de ce canal. Et le seul problème, c'est que la compagnie qui doit creuser ce canal eh bien, elle a corrompu une centaine de députés pour qu'ils votent en 1888 une loi favorable à ses intérêts. Sauf que cette compagnie qui a creusé le canal a fait faillite. Donc, elle s'est effondrée économiquement. Et du coup, ben, cette faillite a entraîné la ruine d'un bon nombre d'actionnaires qui investissent tout leur argent, et notamment de Français modestes hein, qui avaient investi leur argent dans cette compagnie. Et donc, ben, ce scandale rejaillit sur les parlementaires, hein, puisqu'ils ont reçu de l'argent de cette entreprise et qu'ils ont en fait voté en fonction d'intérêts financiers et pas forcément en fonction d'intérêts du peuple français. Donc cette crise est exploitée par la presse, notamment la presse d'extrême droite, qui s'en donne à cœur joie et qui critique le Parlement. Donc du coup, l'antiparlementarisme se réveille dans l'opinion publique. Et cet antiparlementarisme va connaître un développement particulièrement fort notamment dans les milieux de droite, à l'occasion de ce qu'on va appeler la crise boulangiste, du nom de Georges Boulanger. Alors Georges Boulanger, vous avez sa biographie par page 172. C'est un général très populaire, notamment en raison des positions très hostiles qu'il avait vis-à-vis de l'Allemagne. N'oubliez pas que la France vient d'être vaincue par la Prusse, qui est devenue ensuite l'Empire allemand. Et donc, il y a une volonté très forte de revanche et de reprendre l'Alsace et la Lorraine. Donc il critique fortement ce Georges Boulanger, le régime, qu'il accuse d'être trop faible et pas assez ferme pour pouvoir relever la France et qu'on puisse prendre notre revanche contre l'Allemagne. Il sera ministre de la guerre en 1886. Il est plutôt populaire auprès des militaires, notamment parce il a assoupli les conditions de vie un peu des conscrits. Les conscrits, ce sont ceux qui doivent faire leur service militaire, qui était très long à l'époque, hein, plusieurs années. Il leur a donc rendu la vie un peu plus facile, donc il est populaire. Finalement, il commence un peu à faire peur au gouvernement, donc on le chasse du ministère, mais il se présente aux élections législatives et il est élu triomphalement, pas n'importe où, il est élu triomphalement en 1889 à Paris. Donc là, ça commence à inquiéter de plus en plus le gouvernement. Et certains à droite font pression sur Georges Boulanger pour qu'il fasse un coup d'État. Mais celui-ci finalement renonce et s'enfuit en Belgique, où il finit par se suicider tristement sur la tombe de sa maîtresse qui était décédée quelques mois avant.
Et ce sera terminé de cette crise du boulangisme qui avait menacé la Troisième République et qui symbolisait la montée de l'antiparlementarisme.